Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, on a pas mal de questions à traiter et j'aurais souhaité que tu commences par les LBO. Je crois qu'il y a un autre nom pour ça, c'est Les modes d'exercice différents pour exercer la pratique professionnelle. donc comment passer d'un statut en BNC En nom propre, à voilà. un statut en société. Quelles sont les options possibles et quelles sont les conséquences des options possibles? D'accord. Alors, le principe de base, c'est d'exercer son activité professionnelle en nom propre, c'est-à-dire en individuel, et à ce moment-là, d'être soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire imposition sur le bénéfice après constatation des recettes encaissées et des dépenses décaissées. Alors, cette solution, souvent, est celle qui est la plus appliquée. Par contre, elle peut présenter je dirais, des inconvénients en termes de niveau de taxation, puisqu'on est taxé sur un bénéfice sans pour autant appréhender l'intégralité des revenus. Alors, les possibilités d'exercer en société peuvent permettre par contre d'avoir une réelle optimisation dans le sens où on va aller chercher à revendiquer un statut de salarié assimilé, article 62 du Code général des impôts. Je m'explique, c'est-à-dire que si j'exerce en société par le biais d'une cédarle, par exemple, je ne serai imposé sur mes revenus que en fonction de la rémunération que je me suis réellement octroyée et non pas sur un bénéfice que je n'ai pas forcément perçu en trésorerie. D'accord? Si dans ma société il reste du bénéfice après constatation de la rémunération, je suis soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur donc de 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfice et ensuite 28% au-delà. D'accord? Ok. Et donc comment passer justement du statut de BNC au statut de, par exemple, de société? Quelles sont les options pour le chirurgien dentiste, pour le libéral, pour pouvoir faire ça? Alors, les options, elles sont très clairement définies par le législateur, c'est-à-dire que le jour où on bascule donc d'un mode d'exercice en individuel BNC vers un mode de société, cela implique la constatation donc d'un bilan de cessation d'activité de l'activité libérale, bilan qui doit être établi en créance-dette, d'accord, pour ensuite exercer en société. Les particularités, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec trois cas de figure, soit, entre guillemets, j'apporte mon fonds de commerce, ma patientèle que je détiens en libéral à ma société, et cet apport est rémunéré par du capital, d'accord. La plus-value peut être éventuellement, je dirais, s'il y a plus-value, elle sera taxée, mais compte tenu que j'ai choisi l'apport, elle peut être neutralisée et ne pas subir l'impôt tant qu'on ne revend pas par la suite le fonds ou les titres de la CELARL. Autre possibilité, c'est la revente qui peut s'effectuer de deux façons, soit par concours bancaire, c'est-à-dire que je vais aller voir ma banque, la banque va m'octroyer un prêt au niveau de la CELARL pour racheter ma patientèle. Troisième option, je revends mon fonds de commerce, ma patientèle, par contre je ne vais pas voir la banque et je demande un crédit vendeur, c'est-à-dire que la CELARL devra me rembourser sur 5 ans, 6 ans ou 7 ans à moi le prix d'achat de la patientèle. Dernière chose qu'on peut évoquer, il est tout à fait envisageable de faire un mix des deux, c'est-à-dire envisager une partie du paiement du prix par recours à l'emprunt bancaire et également par crédit vendeur. Comment on estime le prix alors, soit de l'apport, donc quand on apporte son capital, il n'y a jamais d'apport en compte courant d'associé. Non, parce que l'apport en compte courant d'associé vaut cession, si on rémunère par du compte courant. Donc soit on cède les titres par crédit vendeur ou par un Non, financement alors bancaire. la cession de titre, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire, je rappelle, je suis en libéral, en individuel, je change de mode d'exercice et je passe dans un régime de société, d'accord? Donc la société, c'est la société qui va se porter acquéreur de la patientèle, qui est donc soumise à l'autorisation donc de l'ordre des chirurgiens dentistes,
qui doit respecter des critères de valorisation, en gros autour de 40% du chiffre d'affaires des 3 dernières années en libéral, d'accord? Et ensuite, c'est la CELARL qui va recevoir en fait la patientèle, est attaché à la patientèle également le matériel, les éventuels personnels qui travaillent, qui sont attachés, donc les contrats de travail, tout est transféré dans la CELARL, y compris les contrats de leasing, etc. Donc ça s'appelle une cession. C'est une cession. Et c'est la même chose en cas d'apport. Ce qui va vraiment distinguer l'apport de la cession, c'est la notion de perception ou pas du prix. D'accord ? En cas d'apport, je ne perçois pas d'argent, alors qu'en cas de cession, je perçois de l'argent. La cession, je perçois de l'argent soit parce que j'ai recours à un emprunt bancaire dans la CELARL qui va m'indemniser du montant du prix de cession, soit je ne recours pas à l'emprunt bancaire, je constate un crédit vendeur et la CELARL me payera au fil de l'eau, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, le prix de la cession. Donc, pour résumer, soit un apport en capital, Oui, avec un différé d'imposition possible, oui. et si on ne revend pas la CELARL par la suite, qu'est-ce qui se passe par rapport au différé Ah bah, d'imposition? le report d'imposition va se maintenir, je vais dire, ad vitam aeternam. Ok. Soit une cession. Une cession, et là, l'impôt, s'il y a impôt sur la plus-value au moment de la cession, elle est exigible, l'impôt est exigible tout de suite d'un niveau de 30% qui correspond à la flat tax, d'accord, plus-value professionnelle. Alors j'attire, ça peut paraître important, 30%, mais ça intègre à la fois l'impôt sur le revenu donc de 12,80 et la CSG-CRDS de 17,20, ce qui reste tout à fait, je vais dire, supportable. Donc la cession, l'imposition, elle est calculée pas par rapport au prix d'achat, mais par rapport au prix d'achat de la patientèle. Parce que Au souvent, prix de revient d'origine. donc c'est souvent, on achète un cabinet qui est constitué d'une patientèle et de matériel. Oui, Et là, c'est le différentiel entre le prix de revente et le prix de la patientèle sur lequel la plus-value est calculée. c'est ça, sur la partie des éléments, ce qu'on appelle incorporel. La patientèle, c'est de l'incorporel. Donc, je vais donner un exemple. Vous vendez 100 000 euros une patientèle, vous l'avez acquis 20 000 euros, vous allez avoir une plus-value de 80 000 euros. Et donc, ça représente un montant de taxation de quel niveau? 30%, donc 24 000 euros. Plus les frais de... le frais d'établissement de cette Alors, transaction. effectivement, à ces frais-là, il faut quand même ajouter 2 choses. La première, c'est que le changement de mode d'exercice en CELARL nécessite forcément, je dirais, la mise en place de la structure juridique. Donc, ce sont des frais à prévoir d'honoraires d'avocat, de conseil juridique. Ce sont des honoraires de débours, de frais de publicité, etc. C'est également les droits d'enregistrement qui seront perçus par le Trésor public sur le montant de la patientèle, d'accord? Et ça, il y a possibilité de les faire financer, bien entendu, par l'emprunt en sus du prix d'acquisition. Est-ce que lors d'un crédit vendeur, est-ce que la personne qui a revendu sa patientèle est taxée à l'IR sur les sommes qu'elle perçoit? Non, non, parce que c'est ce que je viens d'expliquer, c'est une taxation forfaitaire, c'est-à-dire que l'impôt va être perçu par l'administration au moment de la bascule. Donc c'est pour ça que quand on fait un crédit vendeur, il y aura toujours une nécessité de cash Oui, qu'il faudra trouver oui, pour payer tous ces frais en fait. exactement. Et ça c'est pareil dans l'autre cas de cession. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que, après, c'est des positions je vais dire, au cas par cas, mais le recours à l'emprunt bancaire aujourd'hui est souvent le plus approprié, compte tenu, d'une part, que les taux d'intérêt sont très très bas, et d'autre part, que l'on peut adjoindre à ces taux d'intérêt une assurance décès invalidité à 100% sur la tête du praticien, qui fait que le praticien, lors de la revente, touche l'intégralité des fonds et que si, dans les 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, il venait avoir un problème de santé, un décès ou autre, l'assurance prendrait en charge la totalité du remboursement du prêt et permettrait, je dirais, à la CELARL de ne plus avoir de dette et aux héritiers présomptifs, donc conjoints ou enfants du défunt, de conserver les capitaux, je veux dire, dans le patrimoine perso. Chose qu'on ne peut pas faire sur un crédit vendeur. Ok. Au niveau, ça c'est très important.
Ce sera la question suivante. Au niveau du prix, imaginons qu'on revende, enfin on fasse une cession ou un apport au prix d'acquisition de la patientèle. Oui, Ou, parce que ce qui est bizarre, c'est quand même quand on revend une société, le calcul de la valeur d'une société, ça se fait souvent par un comparatif de sociétés similaires, où on calcule des cash flows. Là, d'après ce que... pas dans le cadre des professions libérales. Là, on fait par rapport à un chiffre d'affaires. Oui, parce que comme le nom l'indique, ce sont des sociétés d'exercice libéral, des professions libérales, c'est-à-dire que c'est l'exercice d'une profession intellectuelle qui est réglementée et soumise à des ordres professionnels. Et les ordres professionnels, aujourd'hui, valident les prix de cession. Il y a des indicateurs, je dirais, de valorisation des patientèles qui sont en fonction du chiffre d'affaires, que l'on peut ensuite faire varier sur différents critères qui peuvent être des critères de qualité de l'outil de travail, qui peuvent être des critères également de compétences professionnelles du praticien. Donc ça, ce sont je dirais des fourchettes de valorisation, mais on ne peut pas dire je valorise une patientèle le même prix que je l'ai acheté il y a 10 ans, alors que j'ai multiplié par 2 ou par 3 le chiffre d'affaires. Le risque, c'est un risque, je vais dire d'abord économique, parce qu'on ne valorise pas et on ne reflète pas la vraie rentabilité de l'affaire. Et l'autre risque, c'est plutôt un risque fiscal avec des problématiques de plus-value qui seraient sous-évaluées. Et ensuite, pour la CELAR, des problématiques de droit d'enregistrement qui seraient également sous-évaluées et susceptibles d'être remis en cause par l'administration fiscale. Donc, dans le cas d'un contrôle fiscal, on pourrait revenir sur les prix. Oui, en disant qu'on a sous-valorisé, d'autant plus qu'on se vend à soi-même, au motif que sur X sessions, les sessions se sont faites sur des bases de 40 à 50% du chiffre d'affaires. Et dans le cas inverse, C'est-à-dire, où on a surévalué, quel est le risque? alors le risque de surévaluation, encore une fois, c'est une problématique économique. Après, sur le plan fiscal, il va être moindre puisque l'administration a perçu plus entre guillemets de droits. Après, c'est un problème économique et financier parce que si je vends beaucoup plus cher que ce que ça vaut réellement, je vais avoir des problèmes de trésorerie, je veux dire, puisqu'on ne pourra pas forcément à la fois rembourser le prêt et percevoir une rémunération pour vivre. Ok. C'est quand même assez financièrement bizarre, dans le sens où c'est complètement déconnecté de la valeur. C'est-à-dire une analyse du prix de cession par rapport au chiffre d'affaires. Alors, on n'est pas sur des modèles, entre guillemets, d'entreprise habituels où on va je vais dire, avoir des critères d'évaluation qui sont, je vais dire, différents. Je rappelle juste qu'une entreprise, quelle qu'elle soit libérale, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit commerciale ou même agricole, je vais dire, il n'y a pas une valeur précise. La valeur d'une entreprise, elle est fonction de plusieurs méthodes. C'est la méthode de l'actif net réévalué, c'est la méthode des flux de trésorerie, c'est la méthode de rendement, c'est-à-dire combien elle me rapporte, etc. Et ensuite, c'est, entre guillemets, la moyenne de toutes ces méthodes d'évaluation qui donne une fourchette d'estimation. Et est-ce que c'est possible que lors d'un contrôle fiscal, on revienne justement en prenant des analyses de la valeur d'autres systèmes, en remettant en cause des analyses Non, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fiscalité des plus-values de cession, je veux dire, n'est que la conséquence d'un motif économique. C'est-à-dire que je change mon mode d'exercice, je le fais pour une raison économique. Je vends mon entreprise, je le fais pour une raison économique. Une fois que j'ai décidé de vendre mon entreprise, de changer de mode d'exercice, j'en tire les conséquences sur un plan fiscal, sur un plan social. Voilà, donc après, c'est, je vais dire encore une fois, un projet de cession, que ce soit un projet de cession d'entreprise ou un projet de cession de patientèle ou de fonds de commerce, doit avant tout répondre à un objectif économique. Merci Rémi.